l'Afrique Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre intellectuelle. Crise politico-sociale en Côte d'Ivoire. Que peut la France? Après un séjour en terre ivoirienne, le parlementaire français Michel Larive attire l'attention du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur de graves violations des droits de l'homme causées selon lui par une fracture de la société entre les vainqueurs et les vaincus. S'exprimant lors de la mission ordinaire lors de la session ordinaire 2017-2018, le député s'est également interrogé sur l'incarcération de Laurent Gbagbo au regard de la faiblesse des charges retenues contre lui. Selon les témoignages recueillis par Michel Larive, député de la France Insoumise, les opposants au président Alassane Ouattara et leurs familles sont persécutés dans le pays. 6 ans après le changement de régime, près de 200 prisonniers politiques sont détenus dans des conditions avilissantes. Ils sont incarcérés dans une promiscuité insupportable. Plus de la moitié d'entre eux sont détenus sans jugement selon ces témoignages. Torture et mauvais traitements sont monnaie courante dans les geôles de la DST. En découlent des conséquences dramatiques. Aux maladies s'ajoutent des morts, 7 en prison et 5 juste après une libération précipitée. Ces faits lui ont été rapportés par les femmes et les enfants de prisonniers. Il lui a été révélé que la famille de l'ancien président Laurent Gbagbo est régulièrement persécutée. Son épouse, très affaiblie, a été condamnée à une lourde peine de prison par une justice aux ordres. D'après de nombreux observateurs, son fils, Michel Gbagbo, a subi une pénible peine de prison à cause de son seul patronyme. Et la France étant donc un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, le député a souhaité connaître la position du gouvernement sur la situation politique et sociale ivoirienne et sur la cohérence de l'incarcération de Laurent Gbagbo au regard de la faiblesse des charges reconnues contre lui. Mesdames et messieurs, nous allons donc nous interroger et commenter ensemble ces propos du parlementaire français au moment où de nombreuses voix s'élèvent à travers le monde pour demander une mise en liberté de Laurent Gbagbo. Nous allons également nous interroger autour de l'alternance en Afrique. N'est-il pas temps de rassurer nos chefs d'État afin que ceux-ci quittent le pouvoir? Le président du Botswana, Seretse Yamkama, a officiellement rendu les clés du pays samedi 31 mars. Il quitte le pouvoir 18 mois avant la fin de son mandat et les élections générales, et ce afin de respecter la Constitution qui limite à 10 ans le règne d'un chef d'État dans le pays. Son vice-président, Mokwitsi Massissi, lui a succédé. Il a prêté serment dimanche. Une transition saluée sur l'ensemble du continent africain. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre intellectuelle. Nous recevons sur ce plateau comme invité un téléspectateur qui nous vient du Canada, M. Zefac de Montréal, comme on a l'habitude de l'appeler sur le plateau, est déjà ici avec nous. Merci de nous retrouver en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous une fois de plus et merci donc de nous retrouver en direct. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons nous concentrer sur ces propos qui ont été tenus par ce parlementaire français qui s'est exprimé après une tournée en Côte d'Ivoire. Lui qui tente de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a comme une chasse à l'homme qui se poursuit dans le pays, en parlant bien sûr de la condition dans laquelle se trouvent les opposants et également les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, celui-ci souhaiterait savoir pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo est toujours détenu à la Cour pénale internationale à La Haye, alors que alors que la procureure a encore beaucoup de peine à pouvoir justifier certaines charges qui avaient été retenues contre lui. Et je vous le disais tout à l'heure, nous recevons M. Zefac qui nous a retrouvés sur le plateau. Il est parti de Montréal au Canada et voilà, est sur les plateaux d'Afrique Média depuis quelques jours maintenant. M. Zefac, merci de nous retrouver en direct. Oui, Guy, merci Guy, merci à toute l'équipe d'Afrique Média, merci à toute la maison Afrique Média qui a toujours les bras ouverts vers les téléspectateurs et vers les panafricanistes. C'est un plaisir d'être avec vous.
Merci également à vous et on va rapidement aller avec la première interrogation alors que nous tentons de comprendre cette interrogation, cette question posée donc à l'Assemblée nationale française par Michel Larive qui tente de comprendre pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo est toujours en détention mais également qui dénonce un certain nombre de violations graves des droits de l'homme et je reviens avec vous directement avec l'interrogation principale autour de ce sujet. Alors que peut concrètement la France au moment où le député ou le parlementaire s'interroge? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Guy, nous pouvons nous attendre à beaucoup de choses et à rien du tout en même temps. La question dit que peut la France? La France peut tout et en même temps la France ne peut rien. Pourquoi est-ce que j'ai deux options dans cette réponse? La France peut tout dans le sens où, pour nous les Africains, c'est la France qui a initié tout le désordre et tout le chaos qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 7 ans déjà. C'est la France qui a initié la déportation de Laurent Gbagbo, même si en toile de fond, ou je veux dire, même si en face, on nous fait croire que c'est la Cour pénale internationale et toutes les procédures juridiques qui font du sens, qui ont mené Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Nous savons que c'est la France qui est en arrière-plan pour manipuler tout ce qui y a comme incongruité, incohérence à la Cour pénale avec un procès qui dure déjà depuis des années et que nous avons une espèce de, comme on dit au Cameroun, de danse bafia, on avance, on recule et la procureure ne nous apporte pas grand-chose. La France, c'est elle qui a initié les tueries en Côte d'Ivoire depuis les années 2000 parce que le coup d'État qui a poussé ou qui a fini par avoir raison sur le président Laurent Gbagbo est un coup d'État fomenté depuis les années 2000, nous le savons tous. C'est la France, c'est la France, c'est la France. Donc, elle peut tout. En même temps, elle ne peut rien parce que la France est dans une logique de destruction de l'Afrique. La France est dans une logique de continuer à avilir les Africains. La France veut que l'Afrique reste à genoux pour nourrir les populations françaises. Nous avons tous vu des images de cette Afrique amaigrie qui nourrit cette grosse France, cette France sans forme, cette France qui est assise sur son derrière et pense juste que les autres devraient la nourrir. Donc la France ne peut rien parce qu'elle ne veut rien faire. Elle veut que les Africains restent les esclaves à vitam aeternam. Donc c'est dans ce sens que je dis qu'elle peut tout et elle ne peut rien en même temps. Et je vous le disais tout à l'heure, Michel Larive, député de la France insoumise, qui déclare que les opposants au président Alassane Ouattara et leurs familles sont persécutés 6 ans après le changement des régimes. Près de 200 prisonniers politiques sont détenus dans des conditions avilissantes. Monsieur Zofax, ceci nous rappelle bien sûr un rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, après une mission justement en Côte d'Ivoire, il y a maintenant à peu près 2 ans, qui demandait au président Alassane Ouattara d'accélérer les procédures afin que les personnes qui pouvaient recouvrer la liberté puissent y accéder rapidement et également que les personnes qui étaient en attente de jugement puissent être fixées sur leur sort. Alors comment comprendre une telle sortie du parlementaire français qui ne s'en éloigne pas près de 2 ans plus tard? Oui, mais avant de répondre à la question, je dirais que le parlementaire français, il est un petit peu en retard. Et même si la Commission africaine aussi avait déjà, je vais utiliser le terme, pondu un rapport, parce que nous, en tout cas, nous panafricanistes, nous mettons un bémol sur toute la structure de l'Union africaine. Mais bon, de toute manière, Afrique Média, dès le départ de cet imbroglio en Côte d'Ivoire, avait déjà tiré la sonnette d'alarme, avait donné des informations précises, avait dit qu'est-ce qui n'allait pas en Côte d'Ivoire, avait donné avait donné toutes les informations nécessaires pour comprendre le fond de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, plus de 6 ans ou 7 ans presque après, nous avons un député qui revient en nous disant les conditions ne sont pas bonnes, les prisonniers politiques, les supporters de Laurent Gbagbo vivent, je vais dire, une vie de scélérat ou une vie d'esclave carrément. Ce n'est pas nouveau pour nous. Ce n'est pas nouveau pour nous qui sommes déjà au fait de la situation. Mais cela nous prouve aussi à suffisance que ceux qui hier avaient des doutes, ceux qui hier pensaient ou pouvaient donner du crédit au pouvoir d'Alassane Ouattara commencent et comprennent aujourd'hui que toute la structure a été mise en place juste
pour le gain de la France en tout cas, et pas le gain de l'Afrique. Donc ça nous fait plaisir qu'un parlementaire français dise cela, mais en même temps, ça ne nous aide pas ça ne nous aide pas dans le combat, pour le combat dans lequel nous nous situons. Nous voulons que Gbagbo soit libéré du jour au lendemain, sans aucune autre forme de procès, parce que de toute manière, nous avons remarqué que le procès, il ne servait pas à grand-chose. Donc pour moi, ça ne m'apporte rien qu'un parlementaire français dise cela, Guy. Merci à vous d'avoir effectué le déplacement de ce plateau et nous poursuivons rapidement à Douala au Cameroun où Clément nous retrouve. Vous êtes le tout premier appelant pour ce soir. Bonsoir. Alors, le parlementaire français qui déclare qu'il y a de graves violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire alors qu'on avait déjà entendu cela à peu près 2 ans plus tôt. Alors pour vous, qu'est-ce que cela signifie ? Bonsoir à vous, Clément, vous êtes au Cameroun. Bonsoir, merci de nous retrouver en direct. Alors, Clément, est-ce que vous nous recevez? Ok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fondop. Bonsoir, Clément. Bonsoir le panéliste. Bonsoir les panafricanistes. Oui, vraiment, l'émission de ce soir est très importante parce que vous avez en train de révéler quelque chose de très important pour l'Afrique par rapport, n'est-ce pas, à la situation de la Côte d'Ivoire. Alors, si on revient, n'est-ce pas, sur le problème de la Côte d'Ivoire après la déportation du président Gbagbo à la haine, vraiment, c'est un regret pour tous les Africains par rapport, n'est-ce pas, à l'injustice, n'est-ce pas, de la France qui continue, n'est-ce pas, à faire même pas, n'est-ce pas, sur l'Afrique en général. Et il faudra tout simplement que le problème, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo doit être maintenant analysé et doit être résolu maintenant par les présidents africains. Il ne doit pas, n'est-ce pas, rester chacun à son niveau pour regarder, n'est-ce pas, ce monsieur mourir, n'est-ce pas, en prison avec, n'est-ce pas, avec le ministre, n'est-ce pas, son ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est donc grand temps maintenant que quel que soit tout ce qui se passe, il faut maintenant que les Africains se réveillent de toutes parts et fait maintenant même des marches partout dans les rues. On n'a plus, n'est-ce pas, à attendre, n'est-ce pas, les présidents africains pour faire n'importe quoi. Les panafricanistes à tous les niveaux doivent, n'est-ce pas, descendre dans la rue pour demander, n'est-ce pas, la libération du président Laurent Gbagbo. On ne doit pas, la Constitution ne doit pas, n'est-ce pas, être pour les Européens. Et quand il s'agit, n'est-ce pas, pour les Africains, on met cela, n'est-ce pas, dans le tiroir pour dire que la Constitution n'existe pas en Afrique. La Côte d'Ivoire actuellement est gérée, n'est-ce pas, par un président qui hier a bafoué, n'est-ce pas, la Constitution et aujourd'hui n'est pas applique la même Constitution. C'est inconcevable. Je pense que c'est à ce niveau maintenant que je peux arrêter et laisser, n'est-ce pas, la suite, n'est-ce pas, de la mission. Merci, monsieur Guy Fondop. Bonsoir. Et bonne continuation. Merci à vous de nous retrouver en direct. Et on va à présent en Côte d'Ivoire avec vous, Madame Yao. Vous nous retrouvez en direct et nous tentons donc de comprendre cette sortie de Michel Larine, cette sortie donc du parlementaire français qui voilà, dénonce des violations graves des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Bon problème. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Guy Fondop. Oui, Michel Larive, donc, qui Bonsoir, dénonce, oui. monsieur Zefak. Je vous dis merci beaucoup. Alors, moi, vous savez, Guy Fondop, moi, je dis d'abord merci à ce monsieur-là, ce député de la France insoumise, là. Je lui dis merci. Mais vous savez, moi, je reçois monsieur Zefak, hein. Je reçois, la France peut tout et la France ne peut rien. Vous comprenez? La France, le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, parce que la France était venue pour le tuer ce jour-là. La France était venue pour tuer le président Laurent Gbagbo et Blé-Goudé. Vous comprenez? De toute façon, la France a tué Thomas Sankara et les autres là. C'est comme ça que la France était venue pour tuer le président Laurent Gbagbo et Blé-Goudé. Mais je ne sais pas, les ancêtres de Blé-Goudé et du président Laurent Gbagbo n'ont pas voulu, c'est pour ça qu'ils sont encore à la CPI. Donc la France ne va jamais demander à ce qu'on libère le président Laurent Gbagbo et Blé-Goudé. Jamais. Parce que le président Laurent Gbagbo dérange la France. La France sait très bien, la France fait toujours les sondages en Côte d'Ivoire ici. La France sait très bien que si jamais le président Laurent Gbagbo est dehors là, la France-Afrique est finie en Côte d'Ivoire ici. La France sait. Donc là,
La France ne va rien faire. Tout ce que ce député a dit là, la France sait très bien. Les Occidentaux savent très bien comment les prisonniers meurent. Les Ivoiriens meurent en prison. Comment nous sommes maltraités, comment nous sommes pourchassés. Orange vient de faire identification maintenant pour mieux nous traquer, pour nous mettre en prison. La France sait tout ça. La France sait. La France mange en Côte d'Ivoire pendant que nous souffrons, nous mourons. La France sait tout ça. Donc la France n'est même pas prête même. La France n'est même pas prête même. Vous comprenez? La France n'est pas prête pour la Côte d'Ivoire. La France n'est pas prête pour le président Laurent Gbagbo. La France était venue pour tuer le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, mais ce n'était pas l'heure du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Donc on les a déportés à la CPI pour que ceux-là meurent là-bas. Sinon, comment comprendre? Pas de preuves. Les Mangous sont allés faire la gymnastique, tout là-bas. Pas de preuves. Mediapart a sorti preuves. Tout ça là, il n'y a rien. Les 82 témoins qui sont allés mentir là, tout a été découvert. Aujourd'hui là, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas pour revenir. Il n'est pas ce monsieur-là. En tout cas, je le salue, je lui dis merci. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Yao, depuis la Côte d'Ivoire. Et nous tentons, donc, je vous le disais tout à l'heure, de comprendre cette question posée au sein du Parlement français par Michel Larive, député de la France Insoumise. Monsieur Zofak, je me retourne vers vous. Alors, donc finalement, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec ces communications autour de la situation en Côte d'Ivoire et également autour de Laurent Gbagbo et sa détention à La Haye? Oui, Guy. Avant d'aller plus loin, laissez-moi un peu, en tout cas, nous rafraîchir la mémoire. Nous nous rappelons d'un député belge qui s'est beaucoup fâché sur le sort qui était réservé aux populations de RD Congo. Nous avons tous vu des images de ces députés qui se plaignaient de toute l'affaire qu'il y a eu avant et après le père Kabila et maintenant le fils Kabila. Nous avons entendu ce député se plaindre que la Belgique avait toute la main mise, en tout cas que la Belgique entretenait tout le désordre qui se passait en RD Congo. Mais est-ce qu'après cela, quelque chose a changé? Alors, je veux juste prendre cela et puis revenir sur ce qui se passe actuellement en France. Ce député, il peut bien crier sur tous les toits, il peut bien parler de la situation, je veux dire, invivable qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il est capable de prendre une décision? Est-ce qu'il est dans le cercle final décisionnaire? Est-ce qu'il est capable de faire pencher la balance pour que d'ici demain matin, que ce procès qui n'a ni tête ni queue à la CPI puisse prendre fin? Ma réponse personnelle est non. Alors, je rejoins un petit peu tous nos frères africains qui disent que c'est à nous les Africains de prendre le taureau par les cornes, de peser de tout notre poids pour que pour que la justice, pour que la vraie justice cette fois soit respectée à travers, soit respectée à travers le monde. Mais parlant du député français, je ne pense pas et je ne veux vraiment pas croire qu'il le dit pour nous aider. Parce que de toute manière, la France a préparé ce coup d'État, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, ils étaient insoumis, alors il fallait bien les mettre hors d'état de nuire. Ils ont utilisé tous les stratagèmes. Et si la situation se représentait aujourd'hui, la France serait prête à utiliser le même stratagème dans quelques pays que ce soit en Afrique. Parce qu'ils vivent sous notre botte, ils vivent avec nos richesses. Ils ne peuvent pas et ils ne se voient pas du tout en train de diminuer un seul iota sur leur niveau de vie, quitte à ce qu'ils détruisent l'Afrique. Et ils sont vraiment dans cette logique. Alors c'est à nous les Africains de comprendre cela, d'éduquer nos populations. En tout cas, Afrique Média le fait déjà très bien, pour que dans quelques années, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, nous puissions nous sortir de cette situation, je vais dire comme ça, déplorable. Merci à vous et direction le Standard à présent. John Willy, vous êtes en Allemagne, vous nous retrouvez à l'instant. Bonsoir. Alors êtes-vous optimiste quand vous voyez que la question, une fois de plus, atterrit sur la table des parlementaires français et adressée d'ailleurs à un membre du gouvernement?
Willy, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Allô, je vous recevais 100%. Je vous salue, Guy Fondon. Bonsoir, Willy. Je salue toute la rédaction, tout le monde. Bon, monsieur Guy Fondon, nous sommes tous des panafricanistes. Bon, tout ce qui se passe en France, en réalité, si on va parler la vérité, je crois que si le président Gbagbo se trouve aujourd'hui à la haie, je crois, moi, à mon sens personnel, je crois que ce n'est pas un cadeau. Hein? Je crois que Ouattara est en train de racler l'argent de la Côte d'Ivoire pour payer à la CPI de garder Laurent Gbagbo là-bas. Hein? Comment on dit, à complicité avec les Français. Vous voyez? Parce que ce n'est pas sérieux. Quand on envoie tout le monde à la justice de la haie n'est pas gratuit. Vous voyez? Donc tout ça là, ce sont des manigances de la France. Donc quand on dit que la France ne peut rien faire, c'est vrai, mais après tout, ils manipulent tout le monde. Regarde ce que la France fait partout en Afrique. Vous voyez? Donc moi, personnellement, je dis, tous ces problèmes-là, c'est Ouattara et la France qui est à la base. Parce que, excuse-moi de revenir un peu derrière, la fois passée on a parlé à l'antenne de Sarkozy. L'argent que Sarkozy a eu, c'est Ouattara, tout ça là. J'ai essayé d'appeler pour vous dire ça, mais je n'ai pas pu avoir l'antenne. Regardez ce que la France fait avec nous en Afrique. Donc, du coup, moi je vois que il y a une question de manipulation de la France vers la CPI. Et puis ce qui me tient vraiment grave, on nous parle de la justice internationale. Hein, et voyons tout ce qui se passait par la CPI là-bas. Tout le monde sait en même temps que la CPI même est corrompue. Bon, pourquoi on ne peut pas créer une justice en Afrique pour juger nous les Africains même? Et c'est la CPI. Monsieur Guy Fondom. De toute façon, ça là, moi je vous laisse la rédaction à tous les panafricanistes de réfléchir et voir le cas. Parce qu'on fait tout, mais la France a toujours la même mise sur la corruption du haut niveau devant la CPI. C'est ça qui est vraiment grave. C'est ça qui est vraiment grave. Donc, Guy Fondom, je ne vais pas aller trop loin, je vais vous laisser l'antenne. Et puis, je vous en remercie de passer une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci également à vous, John Willy, depuis l'Allemagne, pour cette contribution. Et M. Zefac, on se souvient que les juges de la Cour pénale internationale ont demandé à Mme Fatou Bensouda, procureure de la CPI, eh bien d'abandonner les charges ou alors de requalifier les charges qu'elle a bien voulu retenir contre Laurent Gbagbo, ce qui pousse Michel Larive, le parlementaire français, à se demander ce que fait encore Laurent Gbagbo sur place. Il est vrai que jusqu'à présent, eh bien, les preuves ne sont pas réellement établies d'une culpabilité qui pourrait être, n'est-ce pas, dite par la Cour au terme de ce procès. Mais Guy, les preuves ne peuvent pas être établies. Fatou Bensouda n'a rien contre Laurent Gbagbo. On a ramené des témoins à charge. Donc, ce sont des témoins qui, normalement, doivent dire voilà tous les crimes que Laurent Gbagbo a commis. Mais curieusement, les témoins à charge n'ont pas du tout accusé Laurent Gbagbo. Et là, nous sommes rendus dans le processus dans ce processus en tout cas dans ce tribunal, qu'on doit ramener les témoins à décharge. Alors, les témoins à décharge, maintenant, sont ceux qui doivent dire, voilà ce que Laurent Gbagbo n'a pas fait. Alors, si les témoins à charge ont déchargé Laurent Gbagbo et qu'il est temps de ramener les témoins à décharge, mais il est clair que la Cour, dans toute sa gymnastique, doit, pour ne pas, en tout cas, pour ne pas avoir une figure toute sale, demander à la procureure, parce que là, il faut qu'il sauve les meubles. La patate, elle est tellement chaude qu'il faut qu'au final, qu'ils disent que c'est la procureure qui a mal fait son travail. Donc, pour eux, le fait de demander à Fatou de requalifier les charges, pour moi, est une manière de dire, voilà, c'est Fatou qui est la cause de tout le problème. Nous,
En tout cas, nous, le reste de la Cour pénale, nous n'avons rien à y voir. Il faut que Fatou requalifie les charges, mais nous tous, nous avons vu, nous savons que, en tout cas, la partie Gbagbo, même si elle est coupable de quelque chose, elle ne serait pas la seule coupable. Et puis, de toute façon, le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé et toute l'équipe défendaient la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et c'est la France, avec ses bombes, qui est venue, comme ils l'ont dit, cueillir le président Laurent Gbagbo. Alors, dans ces conditions-là, il est clair que la Cour pénale étant mise à nu avec tout ce que nous avons vécu des hauts et des bas de, je pense, c'était au Campo. Donc, nous comprenons que la Cour est complètement corrompue. Il faut bien que quelque part, chacun essaye de sauver ses fesses. Merci à vous. Et nous allons retourner au standard de la télévision panafricaine, mais également donner lecture de quelques réactions pour ceux qui nous retrouvent sur les réseaux sociaux et également sur WhatsApp. On va saluer déjà notre ami Brice qui nous a retrouvés depuis la ville de Lille en France. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir aux panafricains. Merci pour cette information que vous nous apportez. Elle est toute différente quand on la suit sur Afrique Média, nous dit Brice. Et nous espérons que cette fois-ci, la communauté internationale prendra effectivement conscience et qu'elle se mobilisera pour que l'ancien président Laurent Gbagbo puisse retourner en Côte d'Ivoire, même si même s'il semble manquer de place pour lui, en tout cas dans la configuration actuelle, mais au moins qu'il puisse quitter sa détention pour, pourquoi pas, s'installer dans un autre pays africain si le plus dur est de le voir retourner sur sa terre. La Côte d'Ivoire, nous dit Brice, qui nous a retrouvés donc depuis la France. Et on va poursuivre cette fois-ci avec Michel qui est en Côte d'Ivoire. Michel, bonsoir. Alors, quand vous entendez qu'il y a de graves violations des droits de l'homme dans votre pays, quand vous entendez que des personnes sont torturées parce qu'ils appartenant à l'opposition ou alors étant des anciens partisans de Laurent Gbagbo ou alors des partisans de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Allô, oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Michel. Oui, quand on vous entend parler encore du cas de Gbagbo, ça paraît surréaliste. Vous savez, c'était une cause perdue. Je pense que le parlementaire était parlementaire perdu, il n'a rien à dire. Vous savez, il faudra bien vous dire quelque chose. Ici en Côte d'Ivoire, Gbagbo est posé comme un soldat perdu. Même ses propres partisans ne se souviennent plus de lui. Est-ce que vous l'avez déjà entendu depuis qu'il a laissé une initiative en Côte d'Ivoire qui vise à le faire sortir, à le libérer? Rien. C'est une cause perdue. C'est les gens qui n'ont rien à faire qui parlent encore de ça encore. Je pense que le parlementaire, s'il n'avait rien à dire, qui se taise. La Côte d'Ivoire a d'autres chats pour essayer de parler encore de Gbagbo. Voilà ce que je tenais à dire. Peut-être qu'il devrait avoir dit qui parle encore de ce monsieur. Alors, Michel, également une autre interrogation pour vous, si vous êtes encore au standard. Alors, comment comprendre que qu'il y ait encore près de 200 prisonniers politiques détenus dans des conditions présentées comme avilissantes par le parlementaire français qui vient de quitter la Côte d'Ivoire, alors qu'on se souvient qu'il y a 2 ans, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples demandait déjà à ce que les procédures soient accélérées pour que les personnes puissent être fixées sur leur sort très rapidement. Alors pour vous, comment comprendre? Malheureusement. C'est les gens qui ont commis des crimes. Des crimes de sang, commis des crimes économiques. Malheureusement, quelques difficultés avec Michel de la Côte d'Ivoire. Revenez pourquoi pas pour poursuivre sur le plateau avec nous et toujours le standard. Nous vous retrouvons en direct pour que vous puissiez également vous exprimer autour des faits marquants de l'actualité sur le continent africain. Et nous tentons de comprendre donc cette sortie de Michel Larive, parlementaire français
de la France insoumise qui voilà, a posé une question orale au sein du Parlement, voulant comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de violations donc, des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, et tente aussi de comprendre pourquoi est-ce que l'ancien président Laurent Gbagbo est toujours en détention alors que les juges de la CPI ont demandé qu'il y ait une requalification ou alors un abandon des poursuites contre lui. On va prendre ce téléspectateur qui est aux États-Unis. Bonsoir à vous. Bonsoir défendant. Bonsoir l'Afrique, oui. Et bonsoir parce que à mon frère Zefak. Moi, je vais être en direct. Je veux dire, le président Gbagbo, M. Gbagbo, il est là-bas à la CPI parce que les Africains veulent qu'il soit là-bas. Parce que je peux vous rassurer que si les Africains étaient conscients, si les Africains voulaient, parce que j'entends toujours les Africains dire tout le temps aux présidents qui sont actuellement au pouvoir que nous sommes là, nous vous soutenons. Les présidents qui sont au pouvoir peuvent voir bien comment vous les soutenez parce que M. Gbagbo est là-bas, on ne fait rien. Donc quand nous sommes là, parfois j'entends les gens dire qu'est-ce que les présidents attendent pour prendre des actions. Nous vous soutenons. Mais ces présidents qui sont là actuellement voient comment nous sommes lâches. M. Gbagbo est là-bas parce que nous voulons qu'il soit là-bas. Est-ce que vous savez pourquoi, Guy, les présidents arabes comme les Saddam Hussein, les Kadhafi, on les exécute? Parce qu'eux, on ne peut pas les amener à la CPI. Il faut garder ces gens-là à la CPI pour 2 heures, même pour 2 heures du temps seulement. Les dégâts qui vont tomber dans le monde arabe contre ces gens-là qui auront amené ces présidents arabes à la CPI seront très graves. Donc moi je pense que les Africains, même si on sortait Gbagbo demain, je ne pense pas que les Africains sont prêts à l'accueillir. Parce que si nous les Africains, nous étions prêts à accueillir Gbagbo, si nous étions conscients, je pense que Gbagbo ne serait pas là-bas. Gbagbo ne serait même pas là-bas une semaine. Donc ça reste à nous. Arrêtons de se masturber le cerveau et savoir que tout est dans nos mains. Donc nous avons du travail à faire. Nous devons commencer à mettre des stratégies sur place déjà pour penser à ce que donc nous devons déjà commencer à mettre des stratégies pour avancer nos causes dans le futur et arrêtons de pleurer. Et à mon frère Zefak aussi, je veux dire à mon frère Zefak d'arrêter, et beaucoup d'Africains aussi, d'arrêter de donner du poids à la France. En réalité, tout ce que vous voyez la France faire, ce n'est pas, la France ne la fait pas indépendamment. Le franc CFA, que beaucoup de gens pensent que c'est la France qui nous tient dans le franc CFA, c'est faux. Un petit pays comme la France ne peut pas tenir 14 à 15 pays sur le franc CFA. L'euro est adossé sur le dollar. C'est la banque Rothschild qui contrôle l'euro. Et l'euro est contrôlé par le dollar et l'euro contrôle le franc CFA. Donc ça veut dire qu'au final, c'est les États-Unis qui contrôlent le franc CFA. Ce n'est pas la France. Et vous vous rappelez quand le Vietnam est sorti du franc français, on a envoyé, la CIA a envoyé la France pour corriger cela. La France n'a pas pu. Les États-Unis sont allés eux-mêmes. Quand l'Angola voulait sortir des griffes des Portugais, on a envoyé le Portugal n'a pas pu. Les États-Unis sont venus eux-mêmes. Et c'est la même chose. C'est pourquoi vous voyez les paysans ont peur de sortir du franc CFA, parce qu'ils savent qui est vraiment derrière cette histoire du franc CFA. Ce n'est pas la France. La France est seulement le devant. Donc, moi, je n'accuse pas les Africains de botter sur la France, parce que la France est le moyen faible. Mais nous devons connaître vraiment ce qui se passe, parce que je me dis que les Africains ne savent pas vraiment, nous ne lisons pas vraiment le monde, ou bien peut-être, je ne sais pas. Mais les gens doivent déjà commencer à essayer de comprendre le monde, comment ça marche. Donc les présidents qui sont là maintenant dans le franc CFA, ils ne sortent pas du franc CFA parce qu'ils ont peur de la France. Ils savent qui est derrière, c'est les États-Unis. Donc ce n'est pas la France qui est derrière le CFA. La France est seulement la couverture, c'est tout. Merci et bonsoir. Merci à vous depuis les États-Unis. On vous souhaite une très bonne journée sur place. Et M. Zefak, vous allez répondre. Mais avant, nous allons prendre M. Yao, qui nous retrouve de la Côte d'Ivoire. Yao Adama, merci de nous retrouver en direct. Alors, nous tentons de comprendre cette sortie de Michel Larive sur votre pays. Alors, bonsoir à tous les Panafriques. Je m'appelle Yao Adama, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur.
Ok, je voulais parler sur lui qui vient de passer tout à l'heure. Oui. Tu dis que en Côte d'Ivoire, nous n'avons plus besoin de Gbagbo, c'est faux. Parce que ici, on peut pas avoir un soulèvement pour dire nous soutenons Gbagbo. Ouattara et ses hommes vont nous arrêter tous. Donc vraiment, nous restons silencieux. Mais on le supporte toujours. On veut toujours Laurent Gbagbo. On veut qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Qu'il soit président encore. Il y a beaucoup de partisans qui sont là. Ils sont restés silencieux, pas parce qu'ils ne veulent plus le Gbagbo. Actuellement, nous, tu viens ici là. C'est que le média présente comme ce qui, la réalité de la Côte d'Ivoire, c'est faux. Nous, tu viens ici là, c'est nous qui souffrent. On sait ce qui se passe, tous nos terres sont vendus. Il y a par-ci, par-là, beaucoup même ne peuvent pas passer sur les médias. Ils présentent la partie qui les arrange. Donc vraiment, si on dit qu'on ne veut plus de Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est faux. Voilà ma participation. Merci à vous pour cette participation. Toujours le standard, mais avant le standard, je me retourne vers vous. Alors, notre téléspectateur qui nous a retrouvés depuis les États-Unis pense que c'est la France, que ce sont les États-Unis qui maintiennent le franc CFA. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue? Je dois dire qu'il n'a pas complètement tort de dire cela. Mais il faut se dire qu'à l'origine, si on remonte aux origines de cette affaire de franc CFA, c'est d'abord De Gaulle et toute sa clique qui ont initié des affaires qui devaient tenir l'Afrique sous la botte de la France. Oui, après au passage du franc français vers l'euro, la France a joué toutes ses cartes pour que le franc CFA soit ensuite arrimé à l'euro avec tous des stratagèmes. Donc nous comprenons bien que à ce moment-là, ça ne pouvait plus être juste la France. Il fallait que d'autres pays occidentaux, dont tous les pays européens et les États-Unis, je ne dirais pas en tête, mais les États-Unis acceptent pour que tout un mécanisme soit mis. Parce que nous comprenons que le jeu financier mondial est tenu par quelques familles, et tout cela se fait à travers la Banque mondiale, le FMI. Alors, pour que le franc CFA ensuite soit arrimé à l'euro, il lui fallut que la France travaille avec tous les pays européens et les États-Unis pour que, enfin, tous ces pays puissent, je vais dire comme ça, manger sur le dos des Africains. Donc, si nous tirons aujourd'hui à boulet rouge sur la France, c'est parce que c'était elle le pays initiateur de ce vol organisé de l'Afrique. Mais nous n'oublions pas que les autres pays européens, l'Allemagne et les États-Unis, et bien d'autres pays à travers le monde, parce que n'oublions pas que les autres pays dans le monde acceptent ce système ou ne disent rien parce que peut-être ça ne les engage pas, mais de toute manière ne viendront pas s'occuper de nos affaires à notre place. Mais nous tenons la France principale responsable, même si les autres pays ont aussi à voir. Mais je dois aussi dire que la France étant la figure de proue avec cette affaire de franc CFA, et nous la voyons aussi en Côte d'Ivoire, donc nous n'allons pas dire que la France n'est pas responsable. La France, elle est en grande partie responsable. Merci à vous, M. Zefak. Et nous poursuivons, quant à nous, notre balade aux quatre coins du continent avec Prince Olivier qui nous retrouve depuis Douala au Cameroun. Bonsoir Prince, merci de nous retrouver en direct. Alors, est-ce que vous vous interrogez, vous partagez cette interrogation de Michel Larive qui ne comprend pas pourquoi est-ce que Gbagbo est toujours en détention? Allô. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous les... Malheureusement, quelques difficultés avec vous. On va revenir tout à l'heure. Et je vous le disais également tout à l'heure, M. Zefak, il y avait une autre interrogation dans l'émission. Ne doit-on pas rassurer nos chefs d'État afin que ceux-ci quittent beaucoup plus facilement le pouvoir? Je voudrais ici vous proposer une vidéo. C'est une soirée, c'est un gala qui a été donné donc avant le départ du président Seretse Yann Kama, président du Botswana. Je vous propose de suivre
cet élément que nous propose la réalisation et on reviendra avec le reste de cette information. Rappelez que celui-ci n'est plus président du pays. 18 mois même avant la fin de son mandat, il a décidé de passer la main. On suit, on revient. Et voilà, donc retour sur le plateau. C'était donc là Seretse Yann Kama, ancien président du Botswana depuis hier. Rappelez que son vice-président Mokwetsi Masisi a donc prêté serment hier. D'ailleurs, toujours avec le concours de la réalisation, on va voir quelques images de cette prestation de serment qui est donc intervenue hier dimanche. Et celui-ci prenait la suite du mandat de son prédécesseur. Il a 18 mois encore de mandat et puis après cela, il y aura bien sûr des élections dans le pays pour décider de la suite. Alors l'interrogation ici, M. Zofak, c'est n'est-il pas temps réellement de rassurer nos chefs d'État afin que ceux-ci quittent le pouvoir aussi aisément, tel qu'on peut le voir d'ailleurs sur cette vidéo, quand on sait qu'en Afrique du Sud, par exemple, on annonce des poursuites contre l'ancien président Jacob Zuma. Et nous voulons bien et nous pouvons rassurer nos chefs d'État. Nous pouvons leur dire que nous sommes avec eux. Nous ne voulons pas pour autant faire croire que si un président a commis des exactions ou a fait des malversations, que cela pourrait passer inaperçu. Mais c'est à nous les Africains, de définir qu'est-ce que nous mettons dans tout ce processus de gestion du départ des anciens dirigeants. Mais nous, pour ma part, je dis que les Africains doivent comprendre que cela prendra quand même du temps. Parce que nous avons tous, jusqu'aujourd'hui, été moulés, je dois dire comme ça, dans un moule pareil, nous et nos dirigeants. Alors, si nos dirigeants ont peur aujourd'hui, c'est à la suite de ce que eux ils ont commis comme, je vais utiliser les termes, comme crime ou comme exaction ou comme pillage. Donc, ce serait légitime pour eux d'avoir peur de quitter le pouvoir. Mais pour un président qui ne se reproche rien, qui sait qu'il n'y a rien à reprocher, s'il est fatigué de quelques années de gestion, encore que je comprends que la gestion d'une famille est difficile, combien serait difficile la gestion d'un pays. Donc, si un président est fatigué après quelques années, il pourrait partir. Mais nos présidents ne partent pas parce qu'ils ont cette appréhension de qu'adviendra-t-il par la suite. Et nous le voyons dans certains pays. Nous avons vu le cas en Côte d'Ivoire, il n'y a rien à redire là-dessus. Et il y a encore certains pays où des dirigeants sont poursuivis pour ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Mais d'une part, c'est tout à fait normal de se faire reprocher ce qu'on a fait de pas correct. Mais d'autre part, nous voulons que cela soit géré par nous, les Africains, par nos techniques que nous avons à redéfinir. Je ne dis pas que ces techniques sont déjà faites actuellement. Mais nous pouvons trouver les différentes voies et moyens de pouvoir gérer une transition du pouvoir. Alors, ce qui est en train de se passer au Botswana, c'est une très bonne chose. Qu'un président, je dois dire comme ça, se sentant fatigué ou se disant peut-être, j'ai pas lu tout ce qui s'est passé autour, mais pour qu'un président parte, c'est peut-être qu'il est fatigué, il veut se reposer, quitte à revenir par la suite. Alors, c'est une bonne chose que cela soit fait. Mais nous ne demandons pas que ce soit juste une alternance dans un cas où le pays est mal géré et puis qu'on change juste un président pour que la population se calme à un moment donné en se disant on veut qu'elle se calme pour que plus tard nous recommençons le pillage. J'espère que ce n'est pas le cas au Botswana et que les choses iront de la plus belle des manières pour les Botswanais. Merci à vous et direction
Yaoundé, à présent la capitale du Cameroun, avec M. Sangou qui nous retrouve en direct. Monsieur Sangou, bienvenue à l'antenne. Merci, Guy. Bonsoir. Bonsoir. Je peux rebondir par rapport au problème de Botswana. Le président Botswana, vraiment, il a réussi. On remarque que quand le président arrive au pouvoir, lorsqu'il est là pour travailler pour son peuple, il n'a pas de parti. Il dit que si vous regardez ce président, vous verrez qu'il n'a pas de compte dans les pays étrangers. Il n'a pas pillé son peuple pour enrichir sa famille, ses amis, comme ils le font. Pourquoi de faire on quitte le pouvoir? Lorsqu'ils arrivent à faire des choses, c'est qu'ils font tellement de mauvaises choses. Ils volent, ils tuent. Ce qui fait qu'à la fin, ils ont peur d'être collaterés par les passés. Alors que le président botswanais, Nous vous écoutons, Élie, nous vous écoutons. Poursuivez, s'il vous plaît. Allô? Oui, nous vous écoutons, Élie. Ok, je disais, quand on voit le président du Botswana, ce monsieur, il n'a pas peur de quitter le parti, il est venu pour travailler pour son pays. Et si vous voyez bien, c'est sûr qu'il n'a pas de l'argent et caché dans les comptes à l'étranger, comme d'autres le font. Lorsqu'on voit que c'est en Afrique centrale, c'est le premier quand il arrive au pouvoir, il détruit les entreprises, il pille les banques, il distribue à leur famille et à leurs amis. Ce qui fait qu'à la fin, c'est tout au coincé. Non seulement il a pris l'argent, il a mis à l'étranger. Il fait que s'il peut quitter le pouvoir, les Occidentaux le tiennent on les peut contre lui. Ce qui fait qu'il va passer par le pouvoir. Je voudrais aussi répondre sur le problème de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que ça va avoir Élie, quand vous nous parlez, éloignez-vous de votre téléviseur parce que vous réécoutez en même temps L'Est du vide à l'antenne. Malheureusement, vous n'êtes plus en direct. On va poursuivre plutôt avec un autre appelant, alors que nous entamons la dernière ligne droite dans l'émission. N'est-il pas temps de rassurer nos chefs d'État afin que ceux-ci quittent aisément le pouvoir? Nous nous inspirons bien sûr de l'actualité et de cette sortie du président botswanais qui a été remplacé par son vice-président qui a d'ailleurs prêté serment. C'était hier, dimanche, dans le pays. On prend cet appelant. Bonsoir à vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Alors, vous souhaitez très certainement réagir sur le cas, sur la sortie de Michel Larive, parlementaire français. Bonsoir. Oui. C'est vrai, il a raison. Alors, vous qui êtes dans le pays... Le parlementaire français... Oui. Alors, vous qui êtes dans le pays, que constatez-vous? Vraiment horrible. La population souffre. Les ressortissants de l'Ouest souffrent. Aujourd'hui, être sympathisant de Gbagbo est un problème. Je vous le dis, mon frère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour vivre tranquille, il faut être sympathisant de Ouattara. C'est difficile, nos frères sont dans les prisons, nos parents meurent au village. On a du mal à vivre en Côte d'Ivoire. Les gens ne vous le disent pas. Ce monsieur-là, il a raison. Il est venu à Abidjan, les gens l'ont soutenu. Il a vérifié un peu ce qui se passe ici. Il a vu. C'est malheureux, la Côte d'Ivoire. Je ne reconnais plus mon pays, mon frère. C'est malheureux. La France nous a imposé quelqu'un qui nous fait vivre vraiment la galère. Quelqu'un qui nous fait vivre vraiment la galère. C'est déplorable en Côte d'Ivoire. Ça va prendre fin quand on ne fait que se fier à Dieu. Vous protéger, rassurer les chefs d'État après la présidence. Mais moi je vous dis, un homme comme Ouattara, personne ne va rassurer Ouattara. Ce monsieur, dès qu'il quitte la présidence de la Côte d'Ivoire, s'il meurt au pouvoir, Dieu merci.
Malheureusement, quelques difficultés avec ce téléspectateur. Nous allons prendre un autre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Guy. Bienvenue à l'antenne. M. André. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, en Afrique, je n'aime pas quelqu'un va parler de la démocratie. Aujourd'hui, les gens amènent les Occidentaux tuer les Africains. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est les Africains elles-mêmes qui appellent les Occidentaux, la France et les autres, pour venir détruire l'Afrique, pour venir tuer les Africains, pour venir arrêter le fils des pays, les enfants des pays en prison, en galère, les autres sont à l'AE pour une façon de voler dans le pays, dans notre continent. Ça, c'est les Africains. Les gens et les autres. Je peux parler sans vous voulez le jumping. Tout ce qui s'est passé en Libye, en Côte d'Ivoire, le jumping est dans le dance. Donc les Africains, j'ai acquis toujours le jumping. Parmi les gens qui sont mis le danger dans le plusieurs pays d'Afrique, il est parmi. Vous voyez, un Africain n'appelle les Occidentaux de venir tuer les Africains, venir arrêter les Africains, venir voler l'Afrique. Ça, c'est les Africains eux-mêmes. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre l'engagement sur le marque et le 7 marque et le gens. Allez appeler les Occidentaux pour venir tuer les Africains dans ton pays, dans ton continent. Les Occidentaux viennent tuer tes frères. Qui est perdant? C'est toi. C'est nous. C'est l'Afrique. C'est notre continent qui fait de perdants. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. La Côte d'Ivoire, la conséquence commence à se signaler maintenant. Ça va se signaler parce que ça se signale. Parce que le pouvoir a été pris par les conditions invalables. À partir d'aujourd'hui, c'est le problème qui reste maintenant. Parce que la France a volé, Sarkozy a volé, Sarkozy a tué, il a fait tout ce qu'il veut. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, c'est la conséquence. La bonne est déjà passée parce que la condition n'était pas normale. Je demande à tous les Africains d'éviter d'amener les Occidentaux pour la pouvoir, qui est vous amis, vous frères. Détruire vous pays. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre l'engagement sur les 7 marques et le pouvoir en Afrique. Il ne faut pas être le gourmand pour la pouvoir. La pouvoir, c'est quelque chose. Après 100 ans, même on te donne quelque chose qui ne peut pas concéder. Pourquoi? Pourquoi faire le geste comme ça? Aujourd'hui, l'Afrique est en train de bosser, c'est les Africains eux-mêmes. Eux-mêmes, nous allons perdu le frère, le pays, la richesse. C'est le vous-même. Vous allez appeler les gens pour venir tuer les Africains. Les enfants des pays sont en prison. Les vrais gens sont en prison à l'AIE, sans motif, sans rien. C'est pitié, c'est pas la peine. Bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Adamou, pour cette contribution au standard. On va prendre Monsieur Kouamé qui nous retrouve. Bonsoir. Monsieur Kouakou, autant pour moi, vous êtes en direct. Merci de nous retrouver à l'antenne. Oui, bonjour, Monsieur Dupont. Bonjour. Bon, je voulais participer au débat. Allô? Oui, nous vous écoutons, Monsieur Kouamé. Oui. Je voulais vous informer que j'appelle d'Abidjan. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Poursuivez, s'il vous plaît. Je vous appelle d'Abidjan par rapport à certains propos que certains viennent de dire sur la Côte d'Ivoire. Et moi, je souhaiterais que vous, en tant que journaliste de Afrique Média, vous veniez à Abidjan pour voir les réalités qui sont en Côte d'Ivoire, avant de laisser les gens parler mal de ce pays. Parce que ça me fait mal qu'un Camerounais ne peut pas parler de ce pays, du Cameroun comme ça, parce qu'on connaît ce que le Camerounais est. Vous êtes des journalistes chevronnés, vous devez vérifier la source de ce qu'on vous dit. Ne vous fiez pas aux gens qui laissent les gens continuer. Quand les gens veulent dévier, vous les mettez, vous les journalistes, vous les mettez sur le chemin. Parce que quand les gens parlent de la Côte d'Ivoire comme ça fait très mal. Venez voir, moi je n'ai pas parti, venez voir, vous demander, on va vous recevoir. Allô? Oui, Monsieur Kouamé, ce que j'ai à vous répondre, c'est simplement que c'est la libre antenne. Oui. Ce que j'ai à vous répondre, c'est que c'est la libre antenne, chacun appelle et donne son point de vue. Alors, on n'est pas en train de trancher, chacun appelle et donne son point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord avec le point de vue d'un téléspectateur, vous apportez des contre-vérités ou alors des contre-arguments. Tout ceci, tous ces éléments sont les bienvenus à l'antenne, oui. Maintenant, quand on vous dit qu'en Côte d'Ivoire, on meurt, en Côte d'Ivoire, personne ne meurt en Côte d'Ivoire.
Allô? Quand on est en Côte d'Ivoire, tout le monde vit bien en Côte d'Ivoire. Que ce soit Camerounais, que ce soit Ivoirien, tout le monde vit à l'aise. Et c'est le pays où les gens se sentent beaucoup plus à l'aise que dans tous les pays africains. Vous ne pouvez pas expliquer du sous oppression. Aucun Ivoirien n'est sous oppression. Chacun vit comme il pense. Chacun travaille comme il pense. Quand on me dit non, les gens meurent, qui meurent? Si tu ne travailles pas, tu vas mourir. Parce que si tu ne travailles pas, il va mourir de faim. Est-ce que vous voyez? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Au revoir. Merci à vous, Monsieur Kwame, pour votre contribution. Comme je vous disais tout à l'heure, aucune censure. C'est la palabre intellectuelle. Vous nous appelez et vous contribuez, Monsieur Zefac. On va poursuivre tout à l'heure. Rappelez que quand on sortira de cette émission, on reviendra sur l'inauguration de cette bibliothèque panafricaine qui a été mise sur pied dans la ville de Tchans et dans l'Ouest Cameroun, avec votre soutien, vous qui êtes parti de Montréal au Canada, avec la plupart des ouvrages. Oui. Oui, effectivement, Guy. Nous voyons bien que de tous les sujets que nous abordons sur Afrique Média, il y a toujours à la fin cette impression de, pas juste l'impression, mais ce besoin pour les Africains de prendre les rênes de leur vie, ce besoin pour les Africains d'avoir le contrôle de leur politique, qu'elle soit économique ou sociale, de tous les domaines que ce soit. Alors, comment effectivement pousser ou comment aider les Africains à prendre ce contrôle? Nous avons notre ami des États-Unis qui disait que si Laurent Gbagbo est encore à ces pays, c'est à cause des Africains. Il n'a pas complètement tort, parce qu'effectivement, si les Africains pouvaient se révolter, bien que dans le mot révolte, nous puissions avoir plusieurs composantes, mais si les Africains pouvaient se révolter, nous aurions, les Occidentaux trembleraient de toute manière. Ils tremblent même quand les Africains ne font rien. Alors imaginez lorsque les Africains pourraient se révolter et demander vraiment cette libération-là. Alors ce que nous les panafricanistes, nous souhaitons, c'est que les Africains puissent vraiment avoir une révolution. Mais pas une révolution dans le sens de prendre les armes, mais ce serait plutôt une involution. Nous voulons impulser ce changement qui soit intrinsèque à chaque Africain. Nous voulons que chaque Africain change de l'intérieur, parce que nous remarquons, en tout cas moi personnellement, je pense et j'ai la conviction que pour que l'Afrique change, chaque Africain pris individuellement devrait commencer par changer à l'intérieur de lui-même. Alors, comment pourrais-je aider chaque Africain à changer de l'intérieur de lui-même en lui montrant qu'est-ce qu'il a comme histoire? Nous avons l'habitude de dire que si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne saurons pas où nous allons. Alors, il faut bien que les Africains sachent d'où ils viennent. Donc, il faut que les Africains se réapproprient de leur histoire, se réapproprient de leur passé, et avec cela, ils pourront aller vers l'avenir. C'est dans ce sens que nous avons mis en place une bibliothèque. Des gens, des hommes, des personnes à travers le monde ont l'habitude de dire que, et même les Africains, nous le disons, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-le dans le livre. Alors moi, je dis non, je suis contre, je ne suis pas d'accord avec cette citation. Alors, quelle action est-ce que je prends si je suis contre cette citation? Je permets aux Africains, je donne la possibilité aux Africains de venir lire. Je veux montrer au monde que les Africains ne sont pas ceux-là qui ne sont pas capables de lire, ne sont pas ceux-là qui, avec une information dans un livre, ne pourraient pas l'avoir. Alors, nous devons contredire cela, et pour cela, nous mettons à la disposition des Africains des livres. Et nous ne parlons pas ici des harlequins Guy Fondop, nous parlons ici des œuvres de Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Théophile Obenga, Doumbé Fakoli, Missa Ndoubia, Mbok Bassong. Donc c'est vraiment des auteurs africains qui ont écrit sur l'histoire africaine et qui ont écrit sur des théories, des fondements de l'économie africaine. Ce sont des livres que nous pensons que si chaque Africain peut en lire 2 ou 3 de ces bouquins, nous aurons une Afrique droite, je vais utiliser le terme, nous aurons une Afrique bien faite en un laps de temps, en 2-3 ans. Nous aurons des Africains qui seront très bien formés, nous aurons des Africains qui seront capables de savoir qu'est-ce qui est bien pour la communauté, qu'est-ce qui n'est pas bien pour la communauté. Nous aurons des Africains capables de mettre à côté leur profit personnel et de privilégier la communauté.
Merci à vous, Monsieur Zefac de Montréal, au Canada. Vous êtes sur le plateau aujourd'hui. Ça fait quand même, c'est assez original de vous avoir, ça je dois l'avouer. Et on va encore prendre peut-être un ou deux téléspectateurs et on reviendra dans la clôture de cette émission pour découvrir quelques images de l'inauguration de cette bibliothèque panafricaniste qui a été ouverte donc dans la ville de Tchang. On verra si cela est possible tout à l'heure avec la réalisation. On prend un autre appelant de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Ok. Bonsoir. Ok, Guy Fondor, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Guy Fondor. Bonsoir à tous les techniciens. Monsieur Geoffrey, soyez les bienvenus. Le barreau dit à quoi va. Guy Fondor, je pense que Michel, et celui donc tu viens d'appeler tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, qui est baoulé comme moi, en partant dans son village, arrivé à Yamoussoukro, il bande ses yeux pour passer. Yamoussoukro, c'est le village du chef Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de la Côte d'Ivoire. S'il n'est pas au courant, qu'il parte à Yamoussoukro voir la clôture de la cour de Houphouët-Boigny. Est-ce que la peinture elle est correcte? Est-ce que la peinture du mur de la clôture de Houphouët-Boigny ressemble que c'est là où le premier président est né et il habite? Je pense que ce baoulé-là, en partant dans son village, arrivé à Yamoussoukro, il bonne ses yeux pour passer. En Côte d'Ivoire, ici, là. Si tu es dans le rayon du vol du budget de l'État, tu vis bien. Mais si tu dois vendre, faire tes propres affaires, tu vis mal. Si tu es commerçant, acheteur de produits, café, cacao, c'est le travail le plus rentrant en Côte d'Ivoire ici, depuis Houphouët-Boigny. Mais depuis lors que Ouattara est arrivé au pouvoir, tous les acheteurs ont plongé dans le chaos. Aujourd'hui, il n'y a pas en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas un acheteur voleur, comme les Burkinabés, les Maliens, coupent la route pour voler, aucun acheteur ivoirien n'est riche. Parce que quoi, ils ne connaissent pas comme on appelle, vol. Hein? Ne vous moquez pas de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo. Quand Houphouët-Boigny était président et Laurent Gbagbo était dans l'opposition, il n'y a pas eu coup de fusil. Parce que Houphouët-Boigny, ivoirien, Laurent Gbagbo, ivoirien, c'était la marche, c'était la politique. Bédier, c'était la marche, c'était la politique. Guéhou Robert, c'était la marche, c'était la politique. Laurent Gbagbo, c'était la marche, c'était la politique. Quand Ouattara voulait le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris fusil, il a tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, les présidents, pourquoi nous on est silencieux? Pourquoi on ne marche pas? Parce que le pays là, c'est pour nous. C'est ce que Houphouët-Boigny nous a laissé. Donc, c'est pour cela qu'on ne marche pas, on ne casse pas, c'est pour cela qu'on ne prend pas fusil pour tirer sur les autres. C'est pour cela qu'on attend que ce mandat, ces 2 ans de mandat qu'il a demandé aux Ivoiriens, que Bédier nous a demandé de cautionner, on va attendre ces 2 ans. Après qu'il a fini ces 2 ans, qu'il veut revenir encore, c'est là qu'il va savoir qui est Ivoirien. Michel et mon frère te appelle, c'est des parasites qui sont dans les plantations de café cacao qui détruisent la plantation. En Côte d'Ivoire, c'est qui vit bien. Qui vit bien ici? Si tu es dans le rayon de vol du budget de l'État, tu vis bien. Mais si tu vends toi-même, tu fais tes propres affaires, tu es planté un café cacao, tu as acheté un café cacao, tu es commerçant au marché, tu vis très mal. Tu n'as rien. Après le passage des impôts, tu n'as rien, tu n'as plus un revenu. Depuis lors du Houphouët-Boigny, c'est maintenant que l'Ivoirien sait qu'un commerçant n'a rien, un acheteur de produits, si tu n'es pas malien, burkinabé, voleur, tu n'as rien, tu es pauvre. Si ça ou pas ça, moi je vais le dire ça. Et puis je vais vous dire une chose. Pourquoi nous on ne fait pas la guerre contre Ouattara? Houphouët-Boigny nous a laissé la Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous a laissé. On n'a pas d'autres pays encore comme vous. Que si vous utilisez la Côte d'Ivoire, vous allez partir ailleurs. Nous, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre pays. C'est pour cela qu'on attend Ouattara finir ses 2 mandats, il va partir tranquillement. Mais s'il veut 3e mandat, c'est là qu'il va connaître ce qu'on appelle Ivoirien. Et le baoulé là, je pense que quand tu vas dans ton village, tu bonnes tes yeux pour aller. Sinon, tu sais ce qui se passe à Yamoussoukro. Et c'est normalement quand tu... Pourquoi Yamoussoukro aujourd'hui, Yamoussoukro est pourri? C'est le village du premier président de la Côte d'Ivoire. Ou bien tu ne sais pas ça, toi mon frère baoulé, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Pourquoi tu es ingrat comme ça? Merci Guy Fondor. Merci à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. Et je me retourne vers vous, Monsieur Zefac, pour sortir de l'émission. Alors, on va voir maintenant quelques images de l'inauguration de cette bibliothèque. C'est dans la ville de Tchang, c'est dans l'ouest Cameroun. On nous signale que ces images ne sont pas encore prêtes. On va rester au standard avec un autre appelant. Bonsoir. Mariam, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne.
Bonsoir Guy Fandom. Bonsoir. Je salue Zerfax, ou bien quoi, que je ne connais pas de nom. Et vraiment, merci pour son intervention brillante. Et vous savez, nos parents ont dit que quand une femme tombe enceinte et qu'elle a été infidèle, elle fait des enfants qui raisonnent à l'envers. Donc, Michel, ses raisonnements, ça n'engage que lui. Moi, j'ai honte à sa place. C'est pour toi, Michel. Vous savez, il a dit que les partisans de Babo ne veulent pas plus sortir. Quand bien même qu'on sort, vous-même vous voyez sur les chaînes partout de télévision, on est traité. Ça tire, ça tue, ça enlève. On amène les loupas, les microbes, avec certains infiltrés de l'armée, des étrangers qui sont dans l'armée, pour venir tirer sur le peuple, les marchands. Et vous avez vu Sam Africain, quand il est venu intervenir chez vous, et il est venu en Côte d'Ivoire avec Samba David. Samba David, il est en prison. Il est en prison. Les gens sont en prison. Ils parlent de crimes économiques. Mais crimes économiques. Qui a cassé la BCAO au temps de Babou? Quels sont ceux qui ont cassé la BCAO au temps de Babou? C'est eux. Les crimes en Côte d'Ivoire. Les militaires même sont sortis. Vous avez vu ça partout, où ils ont paralysé Abidjan, la Côte d'Ivoire. Ils ont dit quoi? Ils disent, on les a envoyés pour venir chasser le président Babou. Et ils ont tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, les microbes, il y a plein de choses. Bon, revenons à notre mouton. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, que le député a parlé, vous savez, le président Laurent Gbagbo, la France ne peut pas le libérer parce qu'il est jeune. Il a parlé du franc CFA et quand il était au pouvoir, il a fait en sorte que notre argent ne partait plus en France. Et malgré que le pays était coupé en deux, il faisait tout, on payait les gens, on n'avait pas de problème, il n'y avait pas d'insécurité comme il y a maintenant, malgré que l'autre côté avait pris des armes, machin, mais il veillait au grain sur la population. C'est ça, il faut se dire la vérité. La France a peur du président Laurent Gbagbo parce qu'aujourd'hui, son combat a pris. Tout le monde parle de la sortie du franc CFA. Tout le monde parle de la sortie de la CPI. Voilà même les bases militaires françaises. On ne les veut plus. Aujourd'hui, le Ghana fait quoi? On a parlé de la base militaire américaine. Les Ghanaiens sortent, ils disent, eux, c'est des panafricains. Ils n'ont pas besoin de ces armées voyous, tueurs, voleurs américains et françaises. Vous voyez? Et tout ça là, c'est de la faute de ce bandit Sarkozy, ce négumène, ce brigand, ce délinquant, cet escroc, ce voleur, si la France ne l'a pas condamné, mais la justice de Dieu va le condamner. J'en ai fini, merci. Eh bien, merci également à vous pour votre contribution et nous revenons sur le plateau, cette fois-ci avec vous, M. Zefak. Finalement, les images sont là, on va les regarder tous ensemble. C'est l'inauguration de cette bibliothèque panafricaniste qui a été mise sur pied dans la ville de Tian, la ville universitaire de Tian, c'est dans l'ouest du Cameroun. Une bibliothèque qui, au-delà de proposer de simples ouvrages panafricanistes aux Africains, eh bien, va au-delà et offre une véritable expérience d'apprentissage des valeurs panafricaines. Oui, Guy, nous avons mis cette bibliothèque sur pied parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons réfléchi, nous, de notre côté, à la suite d'Afrique Média, parce que je le dis encore, je ne cesserai de le dire, c'est Afrique Média qui m'a inspiré ou qui nous a inspiré ce projet. Donc, nous devrions donner une suite au travail d'Afrique Média. Il fallait conscientiser les peuples. Donc, il fallait impulser cette évolution à chaque Africain. Il fallait transformer chaque Africain de l'intérieur pour que les choses puissent aller d'elles-mêmes. Nous avons donc inauguré cette bibliothèque le jeudi et vendredi dernier. Nous avons eu pas mal une affluence quand même qui était à la hauteur des ouvrages que nous avons. Et effectivement, nous permettons, au-delà de juste avoir, de juste faire des lectures, nous permettons aux Africains de redécouvrir leur culture parce que nous prévoyons avoir des activités qui vont au-delà de la simple lecture. Nous prévoyons de réapprendre aux Africains leur culture à travers des théâtres qui pourraient être tirés de cette documentation. Nous prévoyons réapprendre aux Africains
à connaître leur alimentation, leur gastronomie, effectivement, merci Guy pour le mot, leur gastronomie. Les Africains redécouvriront leur tradition, leur gastronomie, donc nous prévoyons que les Africains dégusteront des vins locaux. Et quand je parle ici, je fais un clin d'œil comme ça sur le vin de raffia, le vin de palme, et que nous quittions définitivement les bières parce que ces bières-là détruisent notre société. Nous prévoyons des activités qui pourront donner à ceux qui ont lu ces œuvres de venir présenter qu'est-ce qu'ils ont lu pour donner de l'information à ceux qui n'ont pas eu le temps ou ceux qui n'ont pas encore lu certains de ces bouquins-là. Et que ces présentations donneront donc place à probablement des primes, parce que là, nous donnons la possibilité aux Africains de lire d'abord gratuitement et ensuite d'être primés parce qu'ils ont lu. Donc c'est vraiment une première en Afrique, c'est une première œuvre panafricaine que les Africains puissent s'approprier de cela, et le gain que nous, en tant que panafricains, le gain que Afrique Média aura, ce sera d'avoir une population formée et que cette œuvre soit multipliée dans tous les pays d'Afrique. Parce que nous ne comptons pas juste nous arrêter à la ville de Tchank, nous allons la multiplier des bibliothèques comme cela à travers le Cameroun et à travers l'Afrique. Et pourquoi pas à travers le monde. Merci beaucoup à vous, M. Zefac. Merci d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau de la Palabre intellectuelle. Rappelez que vous êtes parti donc de loin, d'abord de Montréal pour cette ville de Tian dans l'Ouest Cameroun, et puis après sur ce plateau central. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir une fois de plus suivis ce soir, et je vous dis simplement à très bientôt sur les antennes d'Afrique Média. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes une télévision internationale, il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.